Voilà, on est arrivé maintenant à notre dernière table ronde de la journée qui a pour sujet donc les médiations linguistiques, multilinguisme et traduction. Alors, on a déjà beaucoup parlé de traduction aujourd'hui, notamment par rapport aux politiques culturelles nationales, mais aussi européennes. On en a parlé aussi dans le cadre de la présentation un peu d'Europe créative. On en a parlé également par rapport à l'identité de l'Europe. Camille de Toledo en a parlé en longueur ce matin et j'aimerais bien en revenir peut-être à la fin de notre table ronde. Mais voilà, donc je pense qu'il est tout à fait important maintenant de laisser parler, de donner la parole aux traducteurs, parce qu'on a parlé de la traduction, on a parlé des dispositifs, on a parlé des mesures à prendre, mais on n'a pas encore entendu les traducteurs. Donc c'est bien l'occasion de le faire. Et je souhaite la bienvenue sur le plateau à Olivier Mannoni, Hans Thiel et Jean Portante. Et je voudrais les présenter très brièvement. Donc, Olivier Mannoni est traducteur d'allemand, alliant plusieurs domaines à la fois. Donc, la littérature, il traduit surtout des auteurs contemporains comme Martin Sutter, Uwe Thalkamp, Bernhard Schlink, Sherka Vatta et beaucoup d'autres encore. Il traduit la philosophie et notamment Peter Sloterdijk, la sociologie, Hartmut Rosa, l'histoire aussi avec Wolf le pianiste, la psychologie avec Sigmund Freud. Donc sa liste de publications est vraiment très large et compte environ 200 titres à l'heure actuelle. Et il a conçu et il dirige aussi l'école de traduction littéraire depuis 2012. Et en 2018, il reçoit le prestigieux prix Eugen Helmle, donc un prix allemand décerné pour des travaux de traduction du français en allemand et de l'allemand en français, pour l'ensemble de son œuvre de traducteur. Puis nous avons Hans Thiel, qui est traducteur également, mais qui traduit du français vers l'allemand. Oui, voilà, du français, oui. Et notamment des auteurs français du XXe siècle, comme Ivan Goll, Jean Giono, Guillaume Apollinaire, et des auteurs du Maghreb aussi, comme Assia Djebar. Hans Thiel est également écrivain et poète, et on peut citer quelques titres pour la prose, par exemple, Buch der Dörfer, Museum der Ungeduld, Ratgeber für Zeugleute, der heisere Anarchimedes, qui va être publié, qui vient de sortir, voilà, justement. Il est membre fondateur de la maison d'édition Das Wunderhorn, directeur du Künstlerhaus Edenkoben, donc une maison de la poésie, où il coordonne aussi l'atelier international de traduction Poésie der Nachbarn, donc poésie des voisins. Hans Thiel aussi a reçu de nombreuses récompenses, comme le prix prestigieux de poésie allemande contemporaine, le Peter Huchel-Preis. Et puis, last but not least, Jean Portante. Jean Portante est donc romancier, poète, essayiste, traducteur, journaliste et traducteur, et a publié une quarantaine de livres, donc poésie, romans, essais, pièces de théâtre. Son œuvre, écrite principalement en français, comporte quand même aussi des textes en espagnol et en italien. Son œuvre est traduite largement en allemand, en roumain, en espagnol, en italien et en hongrois. Il traduit lui-même aussi des auteurs luxembourgeois comme Guy Revenich, Pierre Joris ou encore Nico Helminger. Et à l'international, il publie Jérôme Rothenberg, Juan Gelman et Milan Richter, entre autres. Il m'a dit tout à l'heure aussi qu'il a tout récemment traduit en espagnol Hans Thiel, justement, donc il y a déjà un premier lien. Et son œuvre est couronnée autant par des prix internationaux comme le prix de la poésie Louis Montalte et de la Société des gens de lettres, le prix Mallarmé, le prix Pétrarque. Il a reçu le prix Servet luxembourgeois à 2 reprises et s'est vu décerner le prix Batty Weber pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. Et donc, pour cerner un peu l'objectif de notre table ronde, je voudrais, parce qu'il a été beaucoup question maintenant de structure et de dispositifs, mais je pense qu'il est vraiment important de rappeler aussi ce qu'est la pratique du traduire, la pratique du traducteur. Donc, ce sera un sujet d'interrogation. Il faut parler aussi, à mon avis, du métier
le traducteur, parce on l'a aussi déjà évoqué ce matin, c'est quand même un métier qui manque encore, qui a des problèmes aussi de visibilité. Et puis, dernièrement, il faut bien élargir donc aussi nos questionnements à l'Europe. Ça a déjà aussi été évoqué ce matin, la traduction comme langue de l'Europe, et je pense que c'est justement bien d'en discuter donc aussi avec des traducteurs et non seulement avec des institutionnels. Et donc pour commencer, donc j'ai dit, je voudrais bien maintenant parler un peu de la pratique et aussi de la création. Donc étant donné que vous avez des profils fort différents, je voudrais que vous nous parliez de votre rapport à la traduction, peut-être en revenant aussi brièvement sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous fascine, qu'est-ce qui vous motive dans ce travail entre les langues et aussi entre les littératures? Jean. On a 3 minutes. Bonsoir, bonsoir. Disons que je suis écrivain, donc je suis écrivain, et pour moi la traduction c'est une pratique d'écriture. Donc j'écris des romans, j'écris du théâtre, j'écris de la poésie, je fais du journalisme et je fais de la traduction. Donc je le vois comme ça dans une série d'écritures.
donc des scientifiques. Et quand j'ai lu justement votre biographie, je me suis dit, comment est-ce qu'il fait? Parce que voilà, il faut quand même, c'est quand même pas la même chose, je suppose, que de traduire de la littérature et puis que de traduire de la socio, de la philo. Ce sont les mêmes outils. Ce sont exactement les mêmes outils quand je traduis Martin Suter et Sloterdijk. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je retraduis beaucoup de Sigmund Freud. Depuis 10 ans à peu près, j'ai refait beaucoup de textes et je continue à en faire. Ce sont des retraductions intégrales, pas des corrections. Je reprends vraiment les traductions. L'histoire de la traduction de Sigmund Freud est une longue histoire de massacres successifs. Depuis qu'il est tombé dans le domaine public, il y a beaucoup de traducteurs contemporains de prestige et de très grande qualité qui s'y sont attaqués. Il y a notamment Bernard Lortelari, Jean-Pierre Lefebvre et 2 ou 3 autres, et moi un peu moins de prestige, avec toujours la même approche. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher à édifier un édifice linguistique, justement, autour de Freud, de geler ces termes qui sont, entre le début de sa carrière et 1938, totalement différents dans l'utilisation, on cherche tous en ce moment à comprendre simplement ce que Freud a écrit. Non pas ce qu'en ont fait les autres après, mais ce qu'il a écrit. Et comment il l'a écrit? Freud est un écrivain magnifique, à part certains textes sur les écrevisses au début et des textes extrêmement techniques qui sont parfois très très difficiles à lire et à traduire. Ces textes sont de véritables romans. Et c'est comme ça qu'on les aborde en ce moment. Et en fait, vous pouvez aborder n'importe quel auteur de cette manière-là. Après, évidemment, il y a des questions techniques. Et quand on ne maîtrise pas, par exemple, moi, je ne traduis jamais d'auteurs du XVIIIe siècle allemand parce que je ne connais pas, je ne sais pas faire. Voilà. Je ne traduis pas non plus de philosophie de ces époques-là. Je ne toucherai pas à Kant. Je suis incapable de le faire. C'est pas là. Je ne sais pas. Voilà. Donc, on vient de l'évoquer à plusieurs reprises aussi, le métier du traducteur. Et donc c'est vrai que la profession a longtemps été assez peu visible et même méconnue, alors qu'elle joue quand même un rôle clé vraiment dans la transmission, dans la circulation et aussi dans l'accès aux littératures étrangères, hein, et aussi l'accès à la littérature étrangère. Donc au niveau européen, il y a aussi des grandes différences dans les modalités, par exemple, de rémunération, mais aussi concernant le statut du traducteur, statut juridique. Cela se voit aussi, par exemple, dans la valorisation du travail du traducteur sur et dans les ouvrages traduits, hein, selon s'il est traduit en première page ou en 4e de couverture. Je pense qu'en Allemagne, il y a des fois aussi une biographie du traducteur qui est inclue, ainsi qu'une bibliographie. Et ça, on ne l'a pas quand même dans tous les territoires. Donc il y a quand même des différences assez considérables. C'est récent. Oui. C'est récent. De tradition. Voilà. Si vous pouvez... Oui, ça c'est récent, c'est pas de tradition. Oui, mais c'est quand même un premier grand pas vraiment très très important, justement en direction aussi de la valorisation institutionnelle. Hein. Oui, pour les traductions de Peter Handke, vous avez par exemple le nom de Peter Handke plus grand que le nom de l'auteur. D'accord. Et puis en France, le traducteur est reconnu comme créateur d'œuvres littéraires, le traducteur littéraire évidemment. Il a un statut juridique, et là encore, ce fut quand même un grand pas aussi en direction de sa reconnaissance symbolique. Il y a aussi la création d'écoles, justement, des programmes de formation à la traduction littéraire. Et ça aussi, c'est encore une fois quand même un pas important vers la reconnaissance institutionnelle. Et voilà, est-ce que les situations que je viens d'évoquer, donc le statut juridique pour la France, la reconnaissance sur les couvertures du livre donc pour l'Allemagne, ainsi que la formation aussi. Est-ce une image trop positive, par exemple, par rapport à la situation du métier, la subvention du métier aussi, la promotion du métier? Quelle est vraiment quels sont les défis par rapport au métier aujourd'hui? Peut-être Pour commencer, justement, très, très bref, moi, j'ai toujours gagné plus de l'argent avec les traductions
qu'avec mes livres écrits de moi-même. Oh, yeah. Voilà. Yeah. Oui, non, mais on pose le problème de fond, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un métier d'auteur, est-ce qu'il y a un statut d'auteur? C'est une question qui a été posée en Allemagne de manière extrêmement sérieuse dans les années 68, 70 exactement, par de très grands écrivains, notamment Günter Grass, Heinrich Böll et 2 ou 3 autres, qui ont affirmé qu'il existait un métier d'écrivain et qu'il n'était pas normal que ce qui faisait vivre les maisons d'édition, c'est-à-dire ces auteurs, soit en fait la dernière roue du carrosse et que sans eux, on ne vivrait pas. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en Allemagne depuis. Et ce débat est en train de revenir en France avec une force extraordinaire, notamment avec le rapport Racine et le peu de choses qui en a résulté. Pour ce qui concerne les traducteurs, l'idée qu'il s'agisse d'un métier, c'est relativement récent aussi, ça date d'il n'y a pas beaucoup plus de 50 ans. En France, on a eu la chance d'avoir le Centre national du livre qui nous a épaulés depuis les années, disons les années 70 aussi, pour nous aider à constituer un véritable métier sur tous les plans. Il n'y avait pas de statut social, les contrats étaient innommables, les rémunérations aussi. Il y a une association qui s'est créée à ce moment-là, qui était l'Association des traducteurs littéraires de France, qui a fait un travail fantastique. En Allemagne, le VDU a fait un travail équivalent avec des moyens considérables, puisqu'ils font maintenant partie du syndicat Verdi, qui dispose de moyens notamment juridiques dont on ne dispose pas encore. La situation, alors effectivement, la situation des auteurs est difficile. L'idée simplement que si on veut de bonnes traductions, il faut des auteurs qui aient du métier, qui pratiquent une profession, qui se forment, est relativement récente et nous a permis de nous installer effectivement comme profession. Il y a à peu près en France 1500 traducteurs très réguliers qui revendiquent ce statut-là aujourd'hui. C'est à la fois très peu et beaucoup. Et d'un autre côté, c'est un combat permanent. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se battre, effectivement. Les questions de nos noms sur les livres est relativement secondaire maintenant. Elle est de toute façon, il est de toute façon imposé par la loi qu'on y soit quelque part. Mais on se bat, par exemple, en permanence pour que nos noms figurent sur les critiques, dans les lectures, etc. Et c'est pas du tout évident. Sur les affiches des pièces de théâtre, que ce sont des traductions, c'est un combat permanent. Et puis, même si on est payé, il faut savoir qu'en France et en Allemagne, c'est à peu près la même chose. Les tarifs n'ont pas bougé depuis l'an 2000 et que dans le même temps, nos charges sociales, je vais être très prosaïque, ont augmenté, ont pratiquement doublé. Et que très concrètement, pour arriver à vivre de la même manière, il faut aujourd'hui travailler 2 fois plus que quand moi je travaillais dans les années 1980. Voilà. Ça a des conséquences pour nous, mais elles ne seraient pas trop graves. Ça a aussi des conséquences simplement sur la manière dont on travaille et donc forcément sur je dirais pas la qualité des traductions parce qu'on continue à faire notre métier, mais sur l'épuisement des traducteurs qui en sont maintenant. Je ne connais pas un seul traducteur, par exemple parmi les intervenants de mon école, qui ne travaille pas plus de 70 ou 80 heures par semaine pour arriver à vivre. Voilà, pour pratiquer, faire un tableau un peu noir mais réel de ce qu'est le métier, et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger dans les années qui viennent. J'avais traduit une poète que tu connais très bien, Ulrike Dresner, en France. C'est sorti donc chez un éditeur. Il y a eu un petit article dans Le Monde et on a oublié de dire que c'était une traduction. Donc, on a fait comme si Ulrike Dresner avait écrit ce livre-là en français, n'est-ce pas? On a complètement oublié ce chaînon manquant. Disons, mais qui a fait le livre en français. Donc voilà, donc on a, ça c'est un extrême, hein. Après il y a d'autres possibilités, bien entendu. Bon, moi je voudrais quand même ajouter une chose, c'est pas mon métier, donc je le vois pas comme un métier. Moi, je m'inscris plutôt dans la longue tradition de la littérature mondiale qui vient de très loin, où la plupart des grands auteurs étaient aussi des traducteurs, hein. Bon, je ne veux pas dire que je m'inscris pour dire que je suis un grand auteur, hein, ne me méprenez pas, mais je veux dire que c'était les écrivains qui traduisaient les écrivains. Donc, et je m'inscris dans cette chose-là. Hein. Et puis, je voudrais ajouter que le mot traduction ne me satisfait absolument pas dans cette histoire. Hein, parce que si moi, je me mets à traduire un poème, hein, et là, j'utilise le mot, mais quelqu'un d'autre peut aussi traduire ce poème-là, et il n'arrivera sans doute pas au même résultat.
Donc le mot qui, moi, me met un peu plus proche, c'est le mot interprète. C'est-à-dire, je vais interpréter comme un musicien interprète une partition et il en fait quelque chose. Donc, le problème, c'est que ce mot interprète est déjà utilisé pour autre chose, là où il n'a pas le droit d'être là, ce mot-là. Imaginez que l'interprète de Poutine et de Trump commence à interpréter ce que dit Trump. On aura la Troisième Guerre mondiale le lendemain, n'est-ce pas? Donc, je pense que le traducteur littéraire, c'est un interprète. Pour revenir, et peut-être une dernière chose à l'histoire, où est-ce qu'il faut mettre ce nom du traducteur. Il y a une traduction dont on parle très peu, mais c'est l'adaptation cinématographique, par exemple. C'est aussi une sorte de traduction, hein. Il y a le metteur en scène qui prend un auteur. Presque tous les films viennent à partir d'un auteur, mais quand on regarde l'affiche, qui serait la couverture du livre, même, j'ai regardé tout à l'heure, même pour Macbeth, il n'y a pas Shakespeare. C'est-à-dire l'auteur n'est pas là. Il n'y a que le traducteur, c'est-à-dire le metteur en scène, et puis les autres interprètes, qui sont les comédiens, n'est-ce pas? Donc ça, c'est, disons, le cas extrême, hein, où on a complètement gommé, il n'existe plus, hein, l'auteur n'existe plus, voilà. Et nous, je crois qu'on est quelque part entre ces choses-là, hein, soit d'avoir notre nom en petit sur la couverture, soit à l'intérieur, soit quelque part dans les pays de l'Est, c'est là où on met le copyright. On met le copyright, on met celui qui a fait le graphisme, et puis on met aussi le traducteur, parce qu'on l'a presque oublié, etc. Donc il y a tout un tas de possibilités. Moi, ça ne me gêne pas, tout simplement parce que je me dis, moi, quand je fais une traduction, j'écris mon livre. Et voilà, je le sais que j'écris mon livre, et je sais que quelqu'un d'autre qui fera du même poème la traduction, il va écrire son livre, et ce ne sera pas le même, donc je m'inscris un peu dans cette histoire-là. Très bien, merci beaucoup. Je pense que ce que vous venez de dire, ça nous confirme un peu aussi dans notre impression qu'on a eue déjà aussi l'année dernière. C'est vraiment aussi par rapport au statut de l'auteur, justement. Il y a vraiment encore beaucoup à faire pour justement résoudre ces questions-là, statut juridique, mais aussi enfin, d'un point de vue économique. Voilà, donc c'est vraiment important aussi dans des lieux comme celui-ci d'en parler et vraiment d'accentuer aussi cette problématique. Et peut-être juste pour conclure tout ça, parce que je vais revenir à ce que Camille de Toledo a dit ce matin aussi. Il a dit l'auteur se construit en commun avec la communauté de ses traducteurs. Donc un auteur n'est pas seulement un auteur, mais forcément s'il est traduit. Donc ça va au-delà de la personne de l'auteur, mais il faut vraiment compter aussi la communauté de ses traducteurs. Donc, est-ce que vous souscrivez à cette idée? Vous êtes d'accord? Je ne la comprends pas. Tu la comprends pas? Non? Hans-Till? Je peux traduire, Camille, il n'est plus là malheureusement, donc il ne peut pas me contredire, mais c'est bien. Un auteur peut se penser dans d'autres langues. C'est peut-être ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il peut écrire son œuvre en s'adressant à d'autres, en pensant qu'il écrit pour d'autres, dans le cas de Camille, que les lecteurs français. Et là, effectivement, il peut éventuellement intégrer ça. Après, la réalité, malheureusement, ça n'est pas ça. La réalité, c'est que d'abord, un auteur ne pense très très rarement qu'il va être traduit. Et s'il le pensait, vous ne pouvez pas savoir le nombre de problèmes qu'il nous poserait en moins. Je pense qu'il voyait tout ça aussi par rapport à la réception de l'auteur. Alors, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'une œuvre se développe après comme un mycélium de champignons en passant d'un pays à l'autre, et qu'à chaque fois elle va vivre une nouvelle vie, et que là elle recrée une communauté autour de l'auteur, mais je ne pense pas que ce soit l'auteur qui soit à l'origine. Oui, c'est plutôt un réseau d'auteurs et un réseau de traducteurs. C'est pas l'un seul auteur et autour de lui tous ses traducteurs. C'est pas ça. Alors notre projet de poésie d'Anarpan, par exemple, c'est aussi j'invite une nation, 6 poètes d'une nation, disons Israël,
ou les Écossais, etc. Et j'invite des poètes allemands avec eux qui traduisent les Israéliens, les poètes, etc. Et il y a un traducteur, bien entendu, qui fait des versions interlinéaires, comment ça s'appelle alors, des versions littérales. Alors ça, c'est un collectif traduit par un autre collectif, et eux, ils ont entre eux, c'est la conversation, le débat, et manger, et le vin, etc. Alors ça, là, on voit le modèle de traduire. C'est aussi une sorte de communication. Il y a des auteurs, juste très concrètement, il y a beaucoup d'auteurs, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont pris l'habitude de travailler avec leurs traducteurs. Günter Grass a été l'un des premiers à le faire en Allemagne. Jean-Philippe Toussaint le faisait très régulièrement à Senef, près de Bruxelles, avec ses traducteurs. Et là, vous avez effectivement une véritable communauté de traducteurs qui se crée. Mais elle est matérielle, elle est concrète. Et je pense franchement pas, surtout quand vous savez ce que Jean-Philippe Toussaint a écrit à ce propos-là, lui, à aucun instant, il considère que ce qui est passé par la traduction lui appartient encore. Non pas, c'est pas du tout dans le sens où Thomas Bernhard l'entendait en disant que la traduction était un cadavre. C'est simplement qu'il pense qu'effectivement elle lui a échappé pour passer vers d'autres lecteurs et d'autres modes de lecture. Ce qui est intéressant, c'est ce concept de traduction collective. Hein. Donc, ça avait été expérimenté. J'ai participé beaucoup à ça à Royaumont, près de Paris, hein, dans l'abbaye, donc où on faisait venir un ou deux poètes, et c'était d'autres poètes en groupe qui les traduisaient. Il y en avait une seule règle, de ne pas utiliser le dictionnaire. Voilà. Tout le reste était permis. Hein. Donc on buvait beaucoup aussi. Même, je crois qu'on buvait plus qu'on ne traduisait. D'ailleurs, celui qui en était l'initiateur, je crois qu'il on a dû voit arrêter sans dictionnaire. pour des raisons de santé. Voilà. Après, j'avais appliqué ça au Luxembourg, à l'abbaye Neumünster, avec l'IPV, donc on avait essayé de refaire ça. Hein. Mais pour revenir à l'autre question, un auteur ne peut pas écrire pour des traducteurs. Il ne peut même pas écrire pour des lecteurs. Il peut écrire que pour lui-même. Et après, bien entendu, il y aura des lecteurs et bien entendu, on l'espère, il y aura des traducteurs. Mais on ne peut pas. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si moi je me mets à écrire et comme il y a ma langue maternelle italienne là derrière, je fais un petit clin d'œil à un Italien qui est assis à Bologne pour qu'il attrape la balle au bond et dise voilà, je vais traduire. C'est pas possible donc. Hein. Je pense que l'écriture c'est un exercice solitaire tout simplement hein, et ça doit le rester. Et après, bien entendu, on met ce texte à l'intérieur d'une société et là, la société en fait ce qu'elle fait. Hein. Elle fait voyager, traverser des frontières et tout le reste. Oui, ça c'est bien vrai, mais il est vrai aussi que la traduction permet donc à l'œuvre de l'auteur de vivre dans différentes langues, et c'est dans cette mesure-là qu'on peut comprendre quand même cette communauté. C'est aussi la communauté des traducteurs qui permet donc à cette œuvre de vivre. Voilà. Oui. Voilà, mais on vient d'évoquer aussi l'atelier de poésie d'Anarpa, poésie des voisins. Donc tout ça nous amène lentement vers la dimension davantage européenne de la question qui nous réunit aujourd'hui. Donc on l'a beaucoup dit, c'est la traduction qui est la langue de l'Europe. Hein, et Henri Machonik aussi, il a fait un point analogue lorsqu'il dit que l'Europe est née de la traduction et dans la traduction. Donc vraiment, on lui octroie quand même un rôle clé vraiment dans cette idée qu'est l'Europe et la Commission européenne, justement avec l'initiative d'Europe créative, subventionne des projets de traduction, on en a parlé, puis la traduction, on en a parlé aussi, est vraiment à la base du prix européen de la littérature. Et la façon dont on vient de discuter aujourd'hui, je me dis que quelque part, c'est vraiment un prix vraiment pour la promotion aussi, non seulement de la littérature de l'auteur, mais aussi de la traduction, parce qu'évidemment, il faut quand même des traducteurs pour faire le travail qu'il y a à faire.
Et voilà, la Commission subventionne aussi un réseau de masters européens en traduction. Il y a la Fabrique européenne des traducteurs CISAR, la Europäische Übersetzungsschmiede. Voilà donc un nombre d'initiatives qui témoignent en effet vraiment du soutien et de la valorisation du métier et de l'importance de la traduction aussi au niveau européen. Donc là encore, on est au niveau des dispositifs, des structures, des politiques aussi. Mais la question, elle est importante aussi. Selon vous, quel est le rôle de la traduction aussi? Bon, elle est peut-être un peu banale. Dans l'Europe de demain, hein, parce qu'on le dit souvent, non, la traduction, c'est la langue de l'Europe, etc. En même temps, on voit au niveau national que l'enseignement des langues étrangères, il diminue quand même considérablement. On a une loi del marché qui est extrêmement peu tolérante par rapport aux langues, aux petites langues, aux langues minoritaires, etc. Donc tout ça est bien. C'est comme un idéal, vraiment. Et de l'autre côté, il y a la réalité économique, aussi linguistique, quand même bien différente. Donc la question vraiment se pose. Quel est vraiment le rôle de la traduction? Moi, je dirais, il y a un mot italien qui s'appelle traduttore traditore. Il est de Dubélé. Il est d'un Français qui était à ce moment-là à Rome, et il avait dit traducteur, traditeur, parce qu'en français existait encore le mot traditeur, n'est-ce pas? Excuse-moi, hein, non mais je voulais pas t'interrompre. Non, je voudrais dire, traduire la poésie, c'est autre chose que traduire Sloterdijk, par exemple. Hein. Traduire la poésie, c'est vraiment une façon de faire autre chose que l'original. Et l'original, le poème en français, c'est tout à fait autre chose que la traduction en allemand. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans les traducteurs de poésie? On commence à être sans les grands poètes italiens, sans les grands poètes chinois, japonais, etc., etc. Alors il faut le faire. Hein? Oui, mais les moyens manquent. Si la relève manque aussi. Je veux dire, par exemple, Olivier, vous dirigez quand même l'école de la traduction littéraire, et par rapport à ce que je viens d'évoquer, l'éducation aussi des autres langues, hein, l'enseignement des autres langues, le multilinguisme, il est quand même aussi en Europe, il est quand même en péril. Comment vous ressentez tout ça? Très mal. D'abord, je ne pense pas malheureusement que la traduction soit la langue de l'Europe. La phrase est de Umberto Eco et c'est une phrase magnifique. La langue de l'Europe aujourd'hui, c'est un anglais de 300 mots. Il faut quand même dire les choses clairement. Moi, j'ai assisté une fois, il y a une dizaine d'années, je crois, à une séance mais vraiment consternante à Bruxelles, au siège du Parlement européen, ou de la Commission, où on était des traducteurs vraiment de toute l'Europe. Il y avait 8 personnes en cabine. On était avec des agences de traduction qui étaient là aussi, un ou deux éditeurs, si je me rappelle bien. Et la totalité des intervenants ont parlé cet anglais catastrophique. Mes collègues traducteurs, interprètes qui étaient en cabine dormaient tranquillement. Il n'y a que 2 personnes qui ont parlé dans leur langue. C'est un marchand de vin espagnol, et c'est pas un hasard du tout, qui venait de parler de ses produits et de la manière dont il les... Parce qu'il y a un rapport entre le vin et la littérature, c'est pas... qui est quand même... Voilà, et tous les autres ont parlé cet anglais catastrophique en soi et catastrophique pour la langue anglaise en plus, parce qu'on est en train de massacrer. Voilà, donc ce que je constate, c'est ça. Après, qu'on fasse des efforts pour multiplier l'aide aux traductions, c'est très très bien, mais le jour où la langue de l'Europe sera la traduction, c'est le jour précisément où de nouveau, pour se comprendre, on aura besoin du travail d'interprète des traducteurs. Communiquer ensemble avec une langue basique qui ne reflète même pas ce que vous pensez parce que vous ne la maîtrisez pas suffisamment, c'est se condamner à l'incompréhension, puisque une langue de 300 mots, elle ne s'interprète pas, elle est plate, elle s'aplatit. Voilà. Et je trouve que dans beaucoup de domaines, on va vers ça. L'enthousiasme, pour prendre un exemple tout à fait récent, l'enthousiasme porté par le marketing qu'on a eu pour le dernier logiciel de traduction, qui est une
une fumisterie sans nom pour ce qui concerne la littérature, moi, m'a beaucoup inquiété de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent partout dans les institutions en se disant... Alors, par exemple, à la DGT à Bruxelles, où il y a des millions de pages, je peux tout à fait comprendre d'un point de vue économique, et puis on n'est pas dans le domaine littéraire, mais il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent aujourd'hui aussi dans le domaine littéraire, et je peux vous dire que ces machines sont, le jour où elles prendront le pouvoir sur la traduction, la littérature mondiale est morte, parce qu'elles traduisent des mots. Voilà. Oui, justement, on n'a pas encore évoqué la question de la technologie, mais bien évidemment, vous venez de l'évoquer, la traduction automatique aussi dans le milieu littéraire, dans le domaine littéraire, excusez-moi. Voilà, c'est... Moi, je voulais prolonger ce que tu viens de dire. Quelle serait l'alternative à la traduction? Ce serait la langue unique. Voilà. Donc, on dirait l'Europe a une langue. C'est la question qu'on avait posée à Umberto Eco. On lui a dit, quelle est pour vous la langue de l'Europe? Et lui, il ne pouvait pas dire l'anglais, sinon les Français l'auraient tué. Le Français ne pouvait pas dire non plus parce que les Allemands n'auraient pas été contents, etc. Donc il a fait cette boutade en disant, voilà, c'est la traduction. Et on peut nous la prolonger en disant que la traduction est la langue de la littérature. Parce que sans la traduction, nous ne pourrions pas lire la littérature. Nous lirions notre lopin de terre. Et puis pas le reste. Et moi, je ne veux pas non plus l'enfermer dans l'Europe, parce qu'on a toujours cette question européenne. Non, la littérature n'a rien à voir avec tout ça. Elle n'a pas de frontières. Elle est partout dans le monde. Et nous lisons Garcia Marquez, comme nous lisons, je sais pas, Beidao, ou comme nous lisons un poète italien ou allemand. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Il y a un autre problème. Le problème institutionnel pose problème, parce qu'il y a maintenant des aides à la traduction, il y a des choses comme ça, mais j'ai un peu regardé les chiffres, c'est peut-être un projet sur 50 qui est soutenu, n'est-ce pas? C'est-à-dire les 50 autres doivent se faire et n'ont pas de soutien. Et donc, mais ils se font quand même, sinon on n'aurait pas les livres traduits. Donc, et là, ça pose un problème, parce que ce problème est comme un boomerang. Il y a tout un tas de petits éditeurs aujourd'hui qui ne publient de la traduction que si elle est subventionnée. Donc là, toute cette histoire se mord la queue, parce qu'on attend la subvention, et si elle ne vient pas, on ne fait pas le livre. Et voilà, donc, et là commence une histoire assez triste, parce que pour pouvoir avoir de l'argent, il faut envoyer en grande partie le livre déjà traduit, et donc on a fait le travail. Et puis, à la fin, pour un pourcentage très élevé, on va dire non, on ne va pas le faire, ce livre-là, parce qu'il n'y a pas un soutien financier. Donc, moi, je pense que tout ça est très flou encore. Donc, ce respect de la littérature, je pense qu'une Europe qui se veut culturelle devrait dire, nous, on a besoin de la littérature du monde. Et on va faire tout pour l'avoir chez nous. Et comme on a besoin aussi de tous les êtres du monde, parce que c'est aussi une question de migration. Parce qu'un livre qui vient de quelque part, il migre. Et il y a des passeurs qui les font passer. Et puis il y a des gens aussi qui les arrêtent, comme avec les êtres humains. Donc tout ça est quand même une question qu'il faut mettre dans le débat. Merci beaucoup. Et c'est justement sur cette question-là qu'on va s'arrêter.